La matinale de 19h. Et c'est une émission qui parle de société, de politique, culture alternative. On va aussi parler de sport, de gens dans la rue. Et l'actualité en règle générale. On va peut-être parler des corbeilles à linge Ça va pas s'ennuyer. en osier d'Auvergne. Voilà, il y aura des invités. Des sociologues, des invités chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes. Ça va peut-être s'étriper un peu de temps en temps, mais... La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Aucune femme, je dis bien aucune, n'échappe à ce qu'on appelle le harcèlement de rue. Et plus précisément le harcèlement des transports en commun. Et oui, d'après un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 100% des femmes usagées auraient déjà été victimes de sifflements, de compliments oppressants, d'insultes sexistes, de mains baladeuses ou bien pire encore. Et le plus triste, c'est que ça n'étonne personne. Oui, il n'y a rien de mal à se faire draguer lourdement une fois de temps en temps. Pour certaines même, comme Sophie de Menton, chef d'entreprise et chroniqueuse grande gueule sur télé, c'est même plutôt sympa. Un petit sifflement accompagné d'un bruit de succion, ça fait quand même rêver. En fait, non, ça c'est pas de la drague. On n'est pas obligé de sourire bêtement, de baisser les yeux ou de changer de trottoir. On ne devrait pas avoir accéléré le pas en soupirant. En fait, on devrait toutes être capable de dire non, droit dans les yeux. Non, je ne veux pas que tu me donnes ton avis sur mes seins. Vraiment, je t'assure, j'y tiens pas. Non, je n'irai pas boire un café avec toi. Non, je te donnerai pas mon numéro. Et je t'assure, non, tu ne me plais pas. Et en fait, quand c'est non, tu comprends. Le harcèlement de rue, comme on l'appelle, ignore l'absence de consentement. Il enferme, il écrase. Et vraiment, je ne vois pas ce qu'il y a de plutôt sympa. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Sa valeur s'est effondrée il y a 1 an et pour beaucoup, l'utopie qui va avec aussi. À peine 6 ans après sa conception, le Bitcoin serait mort. Le Bitcoin, vous savez, cette monnaie virtuelle révolutionnaire. Bon, on vous explique tout avec ceux qui y croient encore dans quelques instants. Les rencontres nationales des étudiants pour le développement durable 2015 ont lieu les 25 et 26 avril prochains à la Cité internationale de Paris. Un événement ouvert à tous, on vous en parle tout à l'heure. Alban est là avec moi ce soir pour m'accompagner tout au long de cette émission. Bonsoir Alban. Bonsoir Elsa. Sur les 2 interviews bien sûr, et tu nous raconteras aussi la suite de tes aventures belges à Paris. C'est parti. Toujours. Je vais vous avouer une chose, il y a un sujet, un seul, sur lequel je ne comprends absolument rien. Non, c'est pas vrai, il y en a plusieurs, mais celui-là, vraiment, c'est un sujet qui est mystérieux, le Bitcoin. Et oui, ce soir, c'est le Bitcoin pour les nuls. Éric Larchevêque, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et le directeur de la Maison du Bitcoin à Paris. Alors, vous allez peut-être nous aider un peu, enfin, je l'espère en tout cas. Alors, ma première question, elle va être très simple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que le Bitcoin ? Alors, le Bitcoin, c'est à la fois une monnaie et un système de paiement. Une monnaie qui est un petit peu différente que celle qu'on a l'habitude de connaître, comme l'euro ou le dollar, puisqu'elle existe en dehors du système bancaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de banque, et il n'y a pas de banque centrale. La monnaie est émise sur des principes mathématiques, elle existe sur Internet, dans le monde entier, et tout à chacun peut l'utiliser, se connecter, envoyer des paiements d'un pays à l'autre sans aucune limite, restriction. Donc c'est très pratique. Donc ce que nous dit en 2 mots, c'est que le gros avantage du Bitcoin, de ce qui est ce qu'on appelle un peu une crypto-monnaie, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir central en fait. Il n'y a pas une banque centrale européenne qui va décider d'émettre de la monnaie ou pas. C'est un peu une monnaie qui est contrôlée par ses utilisateurs. C'est une monnaie qui est contrôlée par des principes mathématiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de faire tourner la planche à billets. Il y a un algorithme qui va déterminer la vitesse en fait d'émission de la monnaie, à savoir à quel rythme la monnaie est émise. Il y aura 21 millions de bitcoins au total. Là, toutes les 10 minutes, il y a 25 bitcoins qui sont émis. Et tous les 4 ans, ce montant va être divisé par 2. Donc c'est 21 millions au total, et aujourd'hui, il y en a combien ? Aujourd'hui, il y en a 14 millions à peu près qui ont été émis. Et le dernier bitcoin ou morceau de bitcoin sera émis en 2130. Ouais, parce que c'est ça qui est fascinant, c'est que derrière, alors pour le commun des mortels, on va dire, typiquement pour moi, le Bitcoin, c'est simplement de l'argent sur Internet, mais en fait derrière, il y a tout un système de cryptographie, et en fait, sur n'importe quelle personne peut en réalité produire de la monnaie à partir de son ordinateur.
Alors oui, alors c'est pas aussi simple, on appelle ça des mineurs, c'est-à-dire que des gens qui vont miner. En 2 mots, oui. En fait, la sécurité du réseau se base sur des calculs mathématiques. En fait, les chambres de compensation qui sont normalement faites par des banques sont faites en fait par de manière décentralisée, c'est-à-dire que celui qui le souhaite peut investir dans du matériel informatique ou utiliser son ordinateur pour simplifier et faire des calculs qui vont sécuriser le réseau. Et en échange de ce calcul, eh bien, il va être payé en Bitcoin. C'est un petit peu l'incentive, la carotte pour donner des ressources informatiques au réseau. C'est ça donc. Excusez-moi, parce que moi, quand je vous écoute, je me dis, la première chose que je me dis, c'est pas accessible à tout le monde, le Bitcoin, parce qu'il faut avoir des notions d'informatique, d'économie. C'est ça. Ça n'a pas vocation à être accessible à tout le monde. Une monnaie de geek, en quelque sorte. Est-ce que vous savez ce qui se passe, en fait, quand vous mettez votre carte de crédit dans un distributeur automatique ? Non, a priori non, alors que c'est très compliqué et pourtant vous l'utilisez tous les jours. Mais parce que je peux l'utiliser sans savoir, en fait, tout simplement. Oui, et là, le Bitcoin, comme c'est quelque chose qui est un peu différent, on a envie de savoir. Et donc c'est pour ça qu'on va se poser plein de questions, mais si on prend un petit peu du recul, eh bien le Bitcoin, c'est quoi ? C'est un wallet, un porte-monnaie dans lequel on va avoir un montant, une somme en Bitcoin. Ces Bitcoins, on peut les échanger contre des euros, au même titre qu'on peut faire du change avec du dollar. Et ensuite, eh bien, pour effectuer un paiement, c'est extrêmement simple, aussi simple que de payer avec sa carte de crédit. Donc du point de vue de l'utilisation, si effectivement on veut pas rentrer dans le pourquoi, du comment, et je comprends pourquoi on a envie de rentrer dedans, eh bien ça reste très simple et ça peut être utilisé vraiment par tout à chacun. C'est pas une monnaie de geek. Mais ceux qui utilisent le Bitcoin, en général, savent comment ça fonctionne et peuvent l'expliquer. C'est quand même quelque chose pour les initiés. Oui, au début, oui. Ça vient de là. C'est-à-dire qu'effectivement, à la base, c'est quand même une monnaie qui est cryptographique sur des principes mathématiques, donc qui a intéressé en premier lieu des universitaires, ensuite un petit peu des libéraux, ensuite des investisseurs, des spéculateurs. Il y a eu pas mal de phases dans le développement du Bitcoin. Il y a eu une bulle. On en avait parlé tout à l'heure avec le prix qui était monté à 1 000 € pratiquement le Bitcoin. On va en parler, puis qui maintenant est descendu d'un tiers. Qui est descendu, oui, tout à fait. Donc, et de plus en plus de gens l'utilisent parce qu'au final, le Bitcoin rend des services, c'est pratique, ça permet de faire des choses qu'on peut pas faire avec l'euro ou le système bancaire normal, et donc de plus en plus de personnes vont l'utiliser parce que ça va leur permettre de résoudre des vrais problèmes. Oui, alors, pardon Elsa, je te coupe, parce que j'allais dire parce que depuis la fermeture de la plateforme d'échange en ligne Mogox, simplement, et notamment depuis cet événement-là, le cours du Bitcoin a chuté, vous venez de le rappeler, ça a perdu quasiment les 2 tiers de sa valeur. Alors beaucoup disent, et c'était un peu, Elsa introduisait ça au début, que le Bitcoin c'est terminé. Alors qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent le Bitcoin c'était une belle aventure, mais bon, maintenant faut passer à autre chose. Alors la mort du Bitcoin est à peu près annoncée tous les 15 jours. Il y a un site qui les recense, ça s'appelle bitcoinobituary.com. Donc il y a effectivement on annonce, on pense que c'est mort tout le temps, mais en fait c'est une monnaie qui ressuscite tous les 15 jours. Oui, parce qu'en fait c'est basé sur une technologie. Et alors on dit que ça a perdu en fait de sa valeur. Oui, c'est vrai, mais il faut pas oublier que ça partait de zéro. C'est-à-dire qu'à un moment un Bitcoin ça valait 1 euro et à un moment ça a valu 1000. Il y a eu une bulle spéculative, ça s'est emballé, il y a eu une correction, on est quand même là à 220. Donc pour ceux qui ont investi à 1, 2, 3, 5 euros, il y a quand même eu en fait un gain assez substantiel. Est-ce que c'est pas l'utopie Bitcoin ? Enfin, je sais pas quelle était l'utopie, peut-être que vous pourrez nous l'expliquer à la base, mais peut-être justement de se libérer des banques et de la régulation et justement que ce soit autorégulé par les utilisateurs. Est-ce que c'est pas cette utopie-là qui est en train de mourir ? Parce qu'au final, là, il y a eu un rapport qui est tombé hier du Conseil économique, social et environnemental qui voudrait réguler le Bitcoin et voilà, qui ne trouve pas ça normal qu'une monnaie ne puisse circuler sans être régulée et justement qui met le doigt sur le Bitcoin. Peut-être que en fait, ça servirait à frauder, à spéculer et ce ne serait pas forcément utilisé à bon escient. Alors, le rapport du CESE, donc j'ai participé, j'ai été consulté sur le sujet. Donc la grande question, c'est doit-on réguler le Bitcoin ? Donc la réponse, c'est oui. À partir du moment où il y a des échanges entre le Bitcoin et l'euro, il doit y avoir régulation. Par contre, dans le Bitcoin lui-même, quand on est dans l'univers du Bitcoin, là où il n'y a pas d'euro, on échappe complètement aux régulateurs, parce qu'on échappe aux banques, on échappe aux tiers. Et à la base, effectivement, Bitcoin a été créé pour exister en dehors du système financier classique. Et ça a fonctionné. Ça fait 6 ans que ça existe. Et aujourd'hui, on a quand même une monnaie qui fonctionne, qui est régulée donc par des mathématiques et non pas par une banque centrale. Bitcoin, on a essayé de l'attaquer de nombreuses fois par tous les moyens. C'est toujours là, malgré le fait que, normalement, Bitcoin aurait dû vraiment mourir quand il y a eu la chute de cette place de marché. Pourtant, c'est toujours là. Il y a une très forte résilience. Ça résiste. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment basé sur une technologie qui est extrêmement fiable et qui intéresse des millions d'utilisateurs dans le monde, puisque ça a un accès à la banque, un accès en fait au système
système financier, même si c'est un autre, pour tout le monde. En même temps, au-delà du Bitcoin, ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque qu'il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies qui se développent ces derniers mois, ces dernières années. Est-ce que le Bitcoin n'a pas simplement lancé un mouvement, quelque part, ce mouvement des monnaies alternatives virtuelles ? Alors Bitcoin, c'est une technologie, c'est une invention technologique, et à partir de cette technologie qui est libre, open source, c'est-à-dire que tout le monde peut l'avoir, se l'approprier, il y a eu des centaines de monnaies qui ont été créées sur le même principe. Pour autant, Bitcoin reste la plus grande. C'est un peu comme Facebook. Vous pouvez dupliquer Facebook, c'est pas très compliqué. Comparons un autre géant d'Internet. Voilà, mais la valeur de Facebook, c'est sa valeur de réseau, le fait qu'il y ait 1 milliard de personnes dessus. Ouais. Et Bitcoin, c'est pareil. C'est sa vraie valeur, en fait, c'est qu'il y a des millions de personnes qui l'utilisent. Il y a certes d'autres monnaies, d'autres systèmes, mais Bitcoin reste quand même à 95% des échanges et de la valeur. Moi, j'ai une question très naïve. Qu'est-ce que je peux acheter avec des bitcoins ? Alors, quand est-ce qu'on s'en sert, en fait ? Alors, on s'en sert surtout sur Internet, en ligne. Il y a à peu près 100 000 marchands dans le monde entier qui l'utilisent. Il y a aussi des grandes sociétés comme Microsoft sur la Xbox, par exemple, pour acheter des choses virtuelles sur Xbox. Overstock, c'est une sorte de gros Amazon, donc on peut aussi acheter tout et n'importe quoi. Il y a aussi des places de marché. Oui, il y a aussi des places de marché qui sont occultes, puisque imaginez vous voulez vendre de la drogue, surtout la drogue qui est vendue plus que des armes. Vous n'allez pas payer avec votre Visa ou avec votre PayPal parce que ça va poser un problème. Voilà. Par contre, comme le Bitcoin, lui, existe en dehors effectivement du système bancaire et qu'il n'y a pas de régulation à ce niveau-là, c'est pas mal utilisé aussi là-dedans. Au même titre qu'Internet, au début, était utilisé pour beaucoup d'activités un petit peu illégales. Est-ce que vous pensez qu'à terme, les monnaies virtuelles, les monnaies numériques, pour être un peu plus précis, vont prendre le pas sur les monnaies physiques ? Non, car c'est pas fait pour ça. C'est un système c'est un autre système, c'est alternatif. Bitcoin n'a pas pour vocation d'être dans la vie de tous les jours de tout le monde. Par contre, c'est un système qui pourrait être utilisé par beaucoup de personnes sans que les gens le sachent. C'est-à-dire ça ? Parce que c'est une sous-couche technologique et ça permet en fait de faire des échanges d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Imaginez que vous vouliez faire des transferts dans le monde entier, ça devient très très compliqué parce que vous avez des problématiques justement de régulation, de compliance. Si des entreprises ou même des machines veulent en fait s'échanger de l'argent, etc. Avec Bitcoin, c'est beaucoup plus simple. Les objets connectés auront besoin à un moment ou à un autre de faire des transactions et ils vont pas utiliser la carte de crédit ou PayPal. C'est beaucoup plus simple. Donc quelque part, ce que vous nous dites, c'est que la monnaie physique va toujours continuer à exister, mais qu'on aura besoin de monnaie virtuelle dans le futur. Ça va permettre en fait de mettre en place de nouvelles applications qui ne seraient pas possibles jusqu'à présent, parce que c'est très très compliqué dans la finance en fait de mettre en place de l'innovation. Est-ce que ça pourra rester aussi totalement détaché du système bancaire ? Ça le restera par définition. En fait, Bitcoin existe dans son propre monde, en dehors du système bancaire. On peut réguler en fait le passage du Bitcoin à l'euro, c'est-à-dire aux frontières, mais on ne peut pas vraiment réguler le Bitcoin à l'intérieur. Techniquement, c'est impossible. Non, c'est impossible. C'est un peu comme BitTorrent, c'est-à-dire en fait le partage de fichiers. On ne peut pas. C'est décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas de tête à couper. On ne peut pas. Personne ne possède Bitcoin. C'est comme le seul moyen d'arrêter Bitcoin, c'est de couper Internet à tout jamais. Donc on ne peut pas, en fait, on pourrait décréter que toute personne qui s'intéresse au Bitcoin, qui a un wallet Bitcoin sur lui, on va l'arrêter, on va lui mettre une balle dans la tête, on va l'exécuter. Bon voilà, effectivement, en Corée du Nord, ça peut fonctionner, mais le coût politique pour interdire Bitcoin serait tellement élevé que ça pourrait pas fonctionner. Ça marcherait pas. On en reparle après une petite pause musicale sur Radio Campus Paris.
C'était Lucky de Ghost Culture sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est toujours avec Alban et Eric, l'archevêque de la Maison du Bitcoin. Et pendant cette pause musicale, on avait une discussion très intéressante sur l'euro, le Bitcoin, la différence. Et vous nous disiez, Eric l'archevêque, que en fait, c'est l'euro qui est une monnaie virtuelle, c'est pas le Bitcoin. Oui, tout à fait. L'euro, c'est de l'argent dette. Si par exemple, sur votre compte en banque, vous avez 1000 euros, en fait, là, il n'y a pas 1000 euros dans la banque. Ce sont juste des jeux d'écriture. On a l'impression que l'euro, ça existe parce qu'il y a des billets, il y a des pièces, mais ça, c'est juste quelques pourcentages de la masse monétaire réelle. Il y a des trillions d'euros qui existent en fait, ils existent juste par des jeux d'écriture et c'est de la dette qui est émise. Avec le Bitcoin, c'est plus comme de l'or, c'est-à-dire quand vous avez de l'or, vous l'avez, c'est dans votre coffre, il ne peut pas disparaître comme ça. On l'a, là, le Bitcoin, on l'a, mais pas physiquement, quoi. On l'a c'est comme un bon porteur, en fait. Ce que vous possédez en réalité, c'est ce qu'on appelle des clés privées, c'est une information qui vous permet de signer une transaction et de disposer de vos bitcoins. Donc, quand vous possédez des bitcoins, vous possédez cette clé privée, ce secret, cette information que vous pouvez très bien mettre dans un coffre. Et à partir du moment où personne ne peut accéder à ce coffre, personne ne peut prendre vos bitcoins. C'est donc vraiment de l'argent valeur. Et il existe vraiment, en fait. D'ailleurs, après les 21 millions qu'on va miner, en quelle année vous nous disiez tout à l'heure ? Ça va se terminer en 2130, mais disons que dans 10 ans, dans 10 ans, il y aura déjà 99% de la masse monétaire qui aura été mise. Oui.
D'accord. On se projette un petit peu, ça fait fort loin, ça fait fort mathématique. Mais ça veut dire que quand il n'y aura plus de... Non, bon, après, voilà, j'arrête avec mes questions. C'est une monnaie déflationniste, c'est un peu comme si vous aviez miné tout l'or qui existe. Voilà, donc il n'y a pas d'inflation, hein, c'est une monnaie déflationniste, il y en a 21 millions, il n'y en aura pas un de plus. Cours d'économie en direct dans la matinale de Radio Campus Paris. C'est passionnant. Alors, on va peut-être venir, Eric Larchevêque, sur ce que vous faites. C'est la raison pour laquelle on vous invite d'ailleurs, c'est que vous avez lancé en 2014 la maison du Bitcoin, la fondation du Bitcoin. La maison, c'était correct. Alors, concrètement, qu'est-ce que les gens peuvent venir faire dans cette maison ? Il y a deux choses, hein, si j'ai bien suivi. Ils peuvent venir échanger des euros contre du Bitcoin, de la monnaie contre du Bitcoin, et ils peuvent aussi avoir des explications sur ce qu'est le Bitcoin en fait. Exactement, donc c'est un espace physique, hein, c'est une vraie maison. Qui est située dans Paris. C'est situé Paris, 35 rue du Caire, c'est en face de Numa, dans le 2e arrondissement. Et effectivement, la première fonction, c'est d'expliquer le Bitcoin. Donc régulièrement, on fait des sessions de questions-réponses, un peu des formations. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Il suffit d'aller sur notre site, de s'inscrire. Et on propose aussi effectivement un comptoir de change où les gens viennent avec des euros, repartent avec des Bitcoins. C'est ça. Alors ce comptoir de change, il est quand même assez rare. Hein. À ma connaissance, il y a juste à Londres, il y en a quelques-uns dans le monde. Ouais. Quelques-uns dans le monde, mais ils sont assez rares. Pourquoi est-ce que vous vouliez vous aussi mettre un distributeur à Paris ? C'est une manière de rendre le Bitcoin plus accessible ? Exactement. C'est-à-dire que la meilleure façon de découvrir le Bitcoin, de comprendre comment ça fonctionne, c'est de l'utiliser. C'est d'installer un wallet sur son téléphone et puis d'acheter pour 10 euros de Bitcoin et puis de faire des transactions. Voir comment ça marche. C'est une application, vous voulez dire. Hein. Oui, une application, tout à fait. Ouais, exactement. C'est ça. Alors vous avez beaucoup de monde qui vient retirer de l'argent aux distributeurs. Alors, entre les gens, remettre de l'argent et puis repartir. Oui, entre les gens qui viennent poser des questions sur le Bitcoin, qui viennent effectivement faire des opérations de change, on peut avoir jusqu'à une centaine de personnes par jour qui passent. C'est ça. Et concrètement, en fait, on arrive avec des billets d'euros. Oui. Et puis on repart avec quoi ? Alors avec des bitcoins, comme si vous repartiez avec des dollars, hein, c'est strictement pareil. Alors vous allez me dire, mais ils vont où les euros ? Voilà. Hein, c'est la question que... Vous avez demandé ma question. Voilà. Alors en fait, nous les bitcoins, on va les acheter sur des places de marché, c'est-à-dire que ce sont des systèmes où, donc sur Internet, où il y a des gens qui disent, moi j'ai des bitcoins, je les dépose sur la place de marché, je les vends à un certain prix. Et il y a des gens qui ont des euros, qui déposent les euros sur cette place de marché, qui disent, moi j'achète des bitcoins à un certain prix. Ensuite le marché, donc il y a des offres et la demande. C'est comme une action. Le marché se rencontre à un moment et c'est ça qui fait le prix. Si quelqu'un vient, nous donne 100 euros pour acheter un demi bitcoin, par exemple, eh bien, on va lui donner un demi bitcoin de notre réserve, on va prendre les 100 euros, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter pour 100 euros sur la plateforme, et on va acheter les 0,5 bitcoin, plus une petite commission pour nous, et donc c'est comme ça, en fait, que l'argent circule. On peut rappeler juste, donc un bitcoin, ça équivaut à combien d'euros ? Là, 210. Le cours actuel est 210 à 208. Ça change. Achetez. Et donc, alors les gens peuvent concrètement retirer de l'argent, on l'a dit. Et puis il y a tout un aspect formation. Hein. Vous disiez aussi durant la pause que vous faites des formations aux entreprises, par exemple. Oui, tout à fait. Il y a des entreprises qui s'intéressent, qui veulent comprendre un petit peu le Bitcoin ou l'innovation, au même titre qu'on essaie de comprendre un peu l'Internet en 95. Donc ça fait partie des choses qu'on doit comprendre, qu'on doit regarder. Donc il y a des entreprises qui viennent. Ils sont 30, 40 et on leur explique un petit cours magistral sur le Bitcoin et c'est intéressant, ça leur donne des perspectives complètement différentes. Et vous dites que sur votre site internet que le Bitcoin pour les entreprises présente des risques et des opportunités. C'est concrètement les opportunités pour une entreprise dans le Bitcoin, c'est quoi ? Alors par exemple, si vous avez beaucoup de transferts à l'international, le Bitcoin peut s'avérer très utile. Un exemple, on avait un client qui avait besoin en fait d'acheter une page de publicité dans un journal aux États-Unis, quelque chose de très classique, qui avait un bouclage. Il devait envoyer $5,000. Ils acceptaient pas le crédit en face, donc il fallait vraiment envoyer $5,000. Faire ça par PayPal, ça aurait coûté très cher. Ils l'ont fait par Bitcoin. En 15 secondes, le truc était résolu. Par la banque, ça aurait mis une semaine, 15 jours avec les systèmes internationaux. Et ça tourne bien, ça, ces séminaires, etc. Il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir, beaucoup d'entreprises qui viennent vous voir, par exemple ? Alors des entreprises un petit peu moins, surtout des particuliers qui veulent comprendre le Bitcoin et qui veulent soit investir dedans, soit tout simplement comprendre mais c'est quoi le Bitcoin, un peu comme vous me demandez. Ouais. Et pour acheter du Bitcoin, on est obligé de venir chez vous ou on peut le faire directement sur Internet Alors, vous pouvez faire chez nous, il faut une pièce d'identité, comme un change. Donc, il faut donner son identité pour faire l'opération. Et vous pouvez aussi le faire sur Internet. La différence, c'est que ça mettra un petit peu plus de temps puisque vous allez faire une ouverture de compte dans une place de marché. Et c'est quel genre de personnes qui viennent échanger 250 ou plus euros pour avoir du Bitcoin qui viennent chez vous
Alors, il y a des gens qui Ça me fascine. veulent investir. C'est une catégorie de gens qui, au même titre, qui vont ensuite reviviennent pour acheter de l'or. Il y en a qui achètent du Bitcoin parce qu'ils pensent que ça va s'apprécier en valeur ou qui veulent comprendre comment ça marche. Il y a aussi beaucoup de gens qui font du transfert d'argent, c'est-à-dire qui vont envoyer des Bitcoins en Afrique parce que ça va leur coûter finalement moins cher ou ce sera plus rapide que des systèmes comme Western Union ou MoneyGram. Et en Afrique, le Bitcoin, ça fonctionne bien ? Ça oui, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, on peut considérer que le Bitcoin, ça permet de relier des agences de change entre elles sans qu'elles soient liées par des contrats. Puisqu'on peut faire en fait ces échanges de Bitcoin de gré à gré de manière sécurisée et ensuite chaque agence va faire le changement Bitcoin, euro ou CFA euro, enfin CFA Bitcoin, donc ça fonctionne très bien. Alors cela dit, vous avez, on parle d'information, mais vous avez un magnifique agenda sur votre site internet avec tous les événements liés au Bitcoin. Alors j'étais un peu surpris parce que quand on le regarde, il y avait un seul événement prévu pour avril. Alors du coup, ma question c'était, est-ce qu'il y a un peu un manque d'engouement ? Et puis surtout, en fait, est-ce que vous constatez vraiment ce besoin d'information à propos du Bitcoin ? Parce que là, on en parle, mais... Alors c'est très cyclique, c'est-à-dire que quand le Bitcoin est monté à $1000, c'était la folie. Quand c'était intéressant. Voilà, exactement. Là, le le prix diminue, donc ça intéresse moins les gens. Oui. On n'en parle que quand ça n'intéresse personne. On est dans une course de fond, c'est-à-dire qu'on est là sur la durée. Nous, on est persuadés que le Bitcoin, c'est une technologie transformative qui va vraiment changer, à mon avis, la vie pour des millions, des milliards de personnes, parce qu'il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à un système bancaire dans le monde, et le Bitcoin, ça peut être une solution. C'est ça, pour les microcrédits, pour pas mal de choses, tout à fait. Mais bon, ça va mettre du temps. On parle de 5 ans, donc il faut aussi s'armer de patience. Vous pensez vraiment que le Bitcoin va, avec les monnaies, les crypto-monnaies de manière générale, vont modifier notre rapport à l'argent dans les années à venir? Oui, parce que là, vous avez un système où il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous pouvez librement utiliser votre argent dans le monde entier à un coût marginal, de façon extrêmement optimisée et simple au final. Même si ça paraît très compliqué, tout ça, l'usage est très simple. Et c'est quoi votre motivation concrètement pour poursuivre ce travail-là? C'est de se dire voilà, on va un peu changer le monde, ou bien on va justement permettre l'éclosion de quelque chose. C'était quoi votre objectif initialement quand vous avez lancé cette maison du Bitcoin? Nous, on est des amoureux de la technologie, on est des ingénieurs, les startups à la base, et il y a vraiment une technologie extrêmement fascinante qui permet de faire fonctionner cette monnaie de manière décentralisée. Et voilà, c'est la technologie qui nous intéresse, avec beaucoup d'applications qui seront même autres que la monnaie, des systèmes de contrats pour des objets connectés, des machines, il y a beaucoup de choses à explorer et c'est vraiment cet aspect technologique qui nous a motivés à la base. Oui, parce que vous êtes ingénieur de formation, oui. C'est ça qu'il faut le rappeler. Et vous êtes à la base à l'origine de cette initiative? Oui, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Je sentais qu'on aurait pu en parler. Voilà, on pourrait en reparler, etc. Pendant des heures. Moi, je pense que je vais aller prendre des cours de Bitcoin à la maison du Bitcoin. L'adresse, c'est où d'ailleurs? Donc, 35 rue du Caire à Paris 2e, c'est en face de Numa. Très bien. Merci beaucoup, Éric Larchevêque, d'être venu ce soir. Merci à vous. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
Et oui, c'était Tripped Out de Paxton Fettel sur Radio Campus Paris. Et vous écoutez toujours la matinale de 19h, toujours sur Radio Campus Paris. Alban est toujours avec moi et vous ne le savez peut-être pas encore, mais Alban, tu es franco-belge et oui, tu nous viens de Bruxelles. Et oui. Et depuis quelques mois, tu découvres Paris. Alors, et oui. Qu'est-ce que tu penses de ce beau mois d'avril parisien ? Et oui. Ah pardon, c'est à moi. Alors, eh bien Elsa, aujourd'hui, je voudrais vous parler du printemps qui vient d'arriver sur Paris. Et oui, j'avais quitté Paris vendredi dernier et la vieille dame avait froid. Elle avait encore ses habits d'hiver. Les arbres étaient nus, l'air était glacial et les gens avaient des écharpes. Et voilà qu'en à peine 3 jours, en l'espace d'un week-end en fait, Paris est passé de l'hiver au printemps, du blanc au vert, du froid à la chaleur. Ah oui, chers amis, je dois vous avouer quelque chose. Je n'avais encore jamais vu Paris l'été, en fait. Et vous savez, je suis arrivé en hiver. Et pour moi, l'hiver à Paris, c'était un temps normal, ni trop chaud, un peu froid. Et pourtant, la première chose que j'ai remarqué, Elsa, en arrivant, ou plutôt en revenant dimanche soir à Paris de mon petit week-end, c'était tout le vert qu'il y avait sur les arbres. Un vert pas normal, un vert chlorophylle, un vert tout neuf qui était apparu comme ça, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Et puis ensuite, j'ai senti l'air chaud qui arrivait sur mon visage. Alors que je rentrais chez moi, peu à peu j'ai senti les odeurs de la ville qui se réveillaient. Les odeurs des jardins, de l'asphalte chaud, des crottes de chiens qui pourrissent, de l'urine sur les trottoirs, du vomi dans les ruelles, enfin bref, des senteurs qu'on avait presque oubliées, tous emmitouflés qu'on était dans nos gros et nos grands manteaux d'hiver. Et puis en plus, lundi matin, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Les gens étaient un peu plus contents, Elsa. Oui, je sais pas, oui. Un peu plus heureux. Enfin, un petit quelque chose. Et oui, chers amis, vous le cachez bien, mais ce lundi, je vous ai vu. Tout coincé que j'étais avec vous dans les lignes B du RER, dans la grisaille du quotidien. Il y avait chez vous un petit grain de bonne humeur. Pas grand-chose, un petit rien. Mais juste assez pour se sentir bien. Alors là, j'ai été me balader du côté du canal Saint-Martin. Et là, c'est simple, j'ai eu l'impression de débarquer dans un énorme festival. Un Woodstock du 21e siècle. Alors le long des berges, c'est simple, il y avait de la foule partout. Il y avait des gens sur les bancs, sur les ponts, dans les cafés, par terre. Il y avait des gens qui jouaient de la guitare, d'autres qui buvaient de l'alcool, et d'autres... en fait, tout le monde buvait presque... tout le monde buvait de l'alcool ou bien quasiment. Mais c'était tellement sympa. Et en plus, Elsa, on m'a dit que c'est comme ça tout l'été sur Paris. Et qu'en plus, il y avait Paris-Plage. Alors non, franchement, Elsa, moi je te le dis, mes vacances, cette année, je les prends à Paris. Mais puisque c'est tellement sympa de voir les gens dehors, d'aller se faire une terrasse. Oui, faire une terrasse. Une nouvelle expression qui est réapparue comme par miracle cette semaine. D'ailleurs, se faire une terrasse, il faudrait qu'on en reparle parce que trouver une table au soleil en été, au printemps, c'est au moins aussi compliqué que pour le PSG de battre Barcelone. Autant dire que parfois, on perd. Bon, et c'est un peu pareil avec le Vélib. Durant l'hiver, j'avais presque toujours des Vélib à ma disposition. Et j'avais presque commencé à croire que c'était normal. Mais plus maintenant, parce que c'est le printemps. Par exemple, hier, je suis sorti de chez moi, j'ai vu quelqu'un prendre le dernier Vélib de la station sous mes yeux. Peut-être que les utilisateurs de Vélib me comprennent. Quelqu'un a pris le Vélib sous tes yeux. Oui, il a pris le dernier Vélib, alors que j'étais juste là. Et franchement, sans rire, elle a trouvé un Vélib l'été, plutôt le printemps à Paris. C'est reconnu comme un sport olympique ? Ça pourrait se tenter, Donc du coup, bref, je marche. Et là, vraiment, quand même, Paris change. Mais bon, chers amis, Paris ne change pas vraiment non plus. Par exemple, il y a toujours des gens dehors. Avant, tu pouvais encore les ignorer parce que c'était l'hiver, qu'ils allaient dans des refuges, dans le métro. Mais là, ils sont là, devant chez toi, devant ta porte, tout emmitouflés dans des cartons, des couvertures. Et ils te rappellent, de manière assez lancinante, que tu as bien de la chance d'avoir un petit chez toi. Bon, et puis sinon, les gens continuent à klaxonner, les moustiques arrivent, la pollution est toujours là, la canicule n'est plus loin, mais enfin ne gâchons pas notre plaisir, chers amis, Paris est passé à l'heure du printemps, et c'est très bien comme ça. Le printemps à Paris, c'est un peu comme si, en l'espace de 3 jours, d'un simple week-end, Paris avait revêtu sa tenue d'été, comme si Paris avait changé de visage, comme si Paris était devenue toute verte et souriante, et même si au fond, on sait bien qu'elle reste la même, le printemps à Paris, c'est quand même tellement bien. Bon, à présent, il ne reste plus qu'à attendre, Elsa, que les Parisiens deviennent eux aussi tout verts et tout souriants. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et je me dis, Elsa, tu crois que peut-être avec un peu de Vivaldi, ça pourrait marcher ? Qu'est-ce que tu crois ? Je pense, ouais. Ouais, il y a moyen. Alors, chers amis, devenez-vous aussi tout verts et souriants. Merci beaucoup, Alban, pour cette superbe chronique printanière. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Les rencontres nationales des étudiants pour le développement durable 2015 auront lieu dans 10 jours, les 25 et 26 avril, à la Cité internationale universitaire de Paris. Elles sont organisées comme tous les ans par le Réseau français des étudiants pour le développement durable. Ça coule de source, le REFED. Louis, bonjour, tu es chargé d'organiser ces rencontres pour le REFED. Alban, tu es toujours là jusqu'à la fin de l'émission, de toute façon. Et je pense que tu voulais nous rappeler un petit peu ce que c'est que le REFED, parce que nous, on les connaît bien, ils sont avec nous dans la maison des initiatives étudiantes à Paris, voilà, mais tout le monde ne les connaît pas. Non, ça, comme je débarque, et peut-être vous aussi, chers amis auditeurs, en 2 mots, brièvement, qu'est-ce que c'est que le REFED, Réseau français des étudiants pour le développement durable? C'est en fait un réseau qui est né en 2007, à la suite des premières assises nationales étudiantes du développement durable, qui est organisée à l'époque par une association étudiante de Toulouse. Le constat, en fait, c'était qu'il n'existait aucune structure pour rassembler toutes les énergies. Alors, des étudiants ont décidé de se coordonner, et donc ils ont lancé la REFED, avec une vingtaine d'associations. Le REFED. Alors, aujourd'hui, le REFED, c'est quand même pas moins de 100 assos étudiantes à travers toute la France. C'est pas mal. Sur votre site, vous parlez d'environ 6500 étudiants. Et vous essayez de sensibiliser à l'environnement, notamment avec toute une série de propositions. Vous avez fait un livre blanc, etc. Voilà. Et donc, votre but, c'est vraiment de sensibiliser. Alors, première question que j'aurais envie de vous poser, c'est est-ce que les étudiants sont réceptifs quand vous leur parlez de développement durable ? La plupart, oui. Après, il y en a beaucoup qui ne savent pas exactement ce que c'est développement durable. D'ailleurs, la preuve est ce que tu viens de dire. Développement durable, c'est pas que de l'environnement. C'est un terme valise. C'est pas valise. Ça comprend tout. Ça comprend tout ce qui est économique, société. La société en son ensemble, en fait. Comment est-ce que vous le définiriez, grosso modo ? Le développement durable, en gros, c'est simplement apprendre à vivre de façon agréable avec les autres, avec son environnement, avec son porte-monnaie aussi, parce que ça joue. Et voilà. Et donc, l'objectif du REFED, c'est de mettre en lien toutes les assos étudiants de développement durable entre elles, pour les aider pour faire des synergies entre elles. C'est leur donner des outils pour qu'elles portent leur voix, pour qu'elles soient plus entendues, pour qu'elles puissent lancer plus d'actions. Et voilà. Et donc l'objectif final du REFED, c'est de sensibiliser 100% les étudiants au développement durable. Et ça s'améliore d'année en année. Et il y en a de plus en plus des étudiants qui sont intéressés par cette thématique. Je pense que la plupart des étudiants, des jeunes de façon générale, sont sensibles à ces questions. Simplement, ils ne savent pas forcément à qui s'adresser, ils ne savent pas forcément comment faire pour être plus durable. Parce qu'on leur dit toujours toupez votre robinet, triez vos déchets, mais on ne voit pas trop à quoi ça sert. Là, l'idée, c'est vraiment de leur donner des outils, d'avoir une vision à la fois macro et micro de ce que c'est, de ce qu'ils peuvent faire à leur échelle pour permettre justement ce développement durable. Et donc le deuxième objectif du REFED, c'est de rendre aussi 100% des campus durables. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on prend un exemple, par exemple la fac de Nanterre, c'est une vraie passoire énergétique. Il y a des choses qui se font, comme dans toutes les universités, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et le meilleur moyen de sensibiliser les gens, c'est encore de leur donner l'exemple. Vous avez beaucoup de retours de la part des institutions, etc. Quand vous typiquement vous faites un livre blanc, comme vous en avez déjà fait, quand vous dites voilà il faudrait mettre ça et ça et ça en place, concrètement, on vous dit pas un peu vous êtes gentil mais bon allez jouer ailleurs. Non, au contraire, on a des soutiens justement auprès des ministères. On a quand même agréé avec le ministère de l'écologie, le ministère du développement, de l'enseignement supérieur aussi. Oui, tout à fait. On a des partenariats, donc on a des partenariats avec les institutionnels. Quelque part votre démarche. Quoi. Voilà, c'est ça. Il y a 10 jours à peu près, il y a notre présidente qui est passée sur la chaîne parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc c'est vraiment, on porte un discours qui est vraiment entendu et relayé par les hautes instances, on va dire. Après, auprès de eux aussi, parfois, il faut aussi les sensibiliser. Donc, c'est pas, on fait ce qu'on peut, on essaye. Avec ce qu'on a. On porte comme on peut. Des fois, ça passe, des fois, ça passe moins. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt bien accueilli. Et et comme je vous l'ai dit, d'année en année, on va grandir. Plus en plus de demandes. Alors, vous organisez aussi des formations pour apprendre, par exemple, à faire un bilan de mobilité ou bien un bilan carbone. Est-ce que il y a une forte demande pour ça? Et vous pensez que c'est vraiment important de former les jeunes, de former les étudiants sur ces notions-là? Oui, bien sûr. Il y en a, par exemple, pour la question de la mobilité, par exemple, mon campus, c'est loin à 30 km. Donc, dans ma tête, je suis obligé de prendre la voiture pour y aller. Et s'il n'y a pas d'autre moyen d'y aller, on peut mettre, par exemple, justement un plan mobilité. Donc, soit essayer de donner les transports en commun qui existent, ou bien mettre en place une plateforme de covoiturage pour que les étudiants qui habitent dans un même coin puissent venir ensemble en voiture. C'est plus sympa, c'est plus convivial. Ça limite
les émissions, ça coûte moins cher. Et donc le but voilà. c'est de donner des outils concrets aux Voilà, étudiants c'est ça. pour que du coup eux puissent agir à leur niveau. C'est ça l'objectif. Par exemple, on a aussi un guide pour mettre en place une alimentation responsable sur son campus. On leur dit, voilà, si vous pouvez aller voir les responsables de votre campus, vous pouvez leur proposer ça ou ça pour mettre en place une alimentation bio, plutôt locale ou ce genre de choses. Et en général, non seulement c'est demandé par les étudiants qui savent pas forcément comment faire, mais dès qu'on leur donne les outils, ils sont contents de pouvoir agir. Les universités, les écoles en général sont plutôt contentes aussi parce qu'elles savent pas non plus forcément comment faire. Et au final, tout le monde s'y retrouve parce que c'est quand même meilleur pour la santé, c'est plus sympa, c'est meilleur pour le budget, etc. Et donc, toutes ces formations, ces livrets, etc., vous les faites en collaboration avec toutes ces assos, etc., ou alors c'est vraiment vous qui impulsez ? Nous, on est un réseau, donc sans nos assos, on n'existe pas. Donc, je veux dire, est-ce que c'est un réseau qui oui. est vraiment dirigé par sa tête, où il y a vraiment une impulsion, ou alors c'est de la coordination de plein d'assauts? C'est les deux, c'est-à-dire que des fois, le REFED va lancer quelque chose et mobiliser ses associations, et inversement, des fois, c'est les associations qui disent tiens, mais là, il y a un truc qu'on peut faire, est-ce que vous ne pourrez pas coordonner, faire en sorte que ça grossisse? Un de nos objectifs, c'est de porter la voix des associations. Donc, c'est-à-dire, s'il y a une association qui a une solution mais qui n'arrive pas à la faire connaître autour d'elle, nous on est là justement pour la relayer, la faire connaître et la développer à plus grande échelle. C'est quoi alors justement les associations relaient toute une série de demandes. C'est quoi les demandes qui reviennent le plus souvent, par exemple, j'ai vu que vous aviez fait une enquête sur une alimentation plus responsable, mais de manière générale, c'est quoi qui remonte le plus? C'est quoi les priorités en fait sur les campus? Les priorités, je vous avoue que je saurais pas trop dire, mais choses qui reviennent le plus souvent. Ce qui revient souvent, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est les aspects pratiques. Donc il y a la mobilité, il y a aussi un petit peu de bilan carbone parce qu'on entend souvent parler, mais on sait pas trop ce que c'est. L'alimentation aussi. Bilan carbone, pardon, je coupe, mais en deux mots, bilan carbone, c'est en gros combien d'émissions de gaz à effet de serre on produit en faisant telle ou telle action. C'est ça, d'accord. Tout simplement. Donc via le chauffage, par exemple, si on veut réduire son impact environnemental, donc son bilan carbone, on va mettre des fenêtres isolantes, on va réduire le chauffage. Premier avantage, donc ça pollue moins. Deuxième avantage, du coup ça coûte moins cher parce qu'on a besoin de moins d'énergie pour chauffer. Pour faire des voyages en voiture, par exemple, le covoiturage, ça aide à réduire le bilan carbone et voilà. Et du coup, alors vous organisez aussi des concours, par exemple, j'ai vu que des concours qui s'appelaient, notamment j'en ai vu un qui s'appelait Mets ton campus à l'envers, à l'envers ANVERT, évidemment, et donc où là concrètement, il fallait un certain nombre d'étudiants qui s'engagent à faire un tri sélectif, et donc pour que c'était un peu une manière de demander à l'établissement en échange de mettre des poubelles multitri dans les salles de cours. Ça fonctionne bien les concours, etc., les côtés un peu interactifs, ludiques, oui, ça, on pousse les étudiants à agir, on leur propose d'agir, et il y en a beaucoup justement qui sont frustrés parce qu'ils peuvent pas agir, ils savent pas comment faire. Et là, il y a un concours, on leur dit tiens, si tu veux agir, vas-y, il y a la possibilité là. Donc voilà, c'est ça, eux ils sont ravis. En général. En plus, ça leur permet souvent d'acquérir des compétences, des connaissances. Ça leur permet de se mettre en avant eux-mêmes et puis d'aider à développer leur campus. Oui, ça plaît beaucoup. Et un des premiers pas pour commencer à agir en faveur du développement durable, c'est justement d'aller aux rencontres nationales qui ont lieu dans 10 jours. On en parle juste après ça.
Pom, 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 pom. C'était Dernier étage de Diabologum. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. On est arrivé. Dernière partie de cette matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Je suis toujours avec Alban et avec Louis du REFED. Et on allait donc parler des rencontres nationales des étudiants pour le développement durable qui auront lieu dans 10 jours, donc le 25 et 26 avril prochain. Donc c'est toi qui es chargé de les organiser, ces rencontres. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce sont les rencontres annuelles du réseau, donc c'est le moment où toutes les associations, tous les membres du réseau se retrouvent, peuvent créer du lien les uns avec les autres et voilà, partager leurs initiatives, leurs projets, discuter et en même temps débattre et parler de tout ce qui est lié au développement durable. Bon, on est d'accord, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, donc c'est fait avant tout par et pour les étudiants, mais si jamais il y a une personne de 50 ans qui a envie de voir ce que font les étudiants dans le développement durable, cette personne est la bienvenue. Et si on n'est pas dans une association de développement durable aussi, tout le monde est bienvenu. Absolument tout le monde. Alors concrètement, en fait, durant ces 2 jours, il y a des formations, il y a des tables rondes. L'idée, c'est quoi ? C'est de discuter ensemble, de se former aussi ? Alors, l'idée, c'est d'apprendre, c'est de découvrir, c'est de rencontrer, c'est aussi de s'amuser quand même, parce que c'est important dans la vie étudiante de s'amuser. Oui. Voilà, donc concrètement, le programme, c'est en 4 temps, enfin, on va peut-être 4 temps et demi même. C'est précis. En gros, le samedi matin, c'est des débats. Donc là, on va avoir 4 débats cette année. Il y en aura un sur l'alimentation du futur, donc qu'est-ce qu'on mangera dans les années à venir. Il y en a un sur la COP21, donc la conférence Paris Climat 2015. Oui, on va en reparler, oui. Il y en a un 3e sur le lien entre climat et biodiversité, et un 4e sur tout ce qui est consommation collaborative, donc les nouveaux modes de consommation, d'échange, etc. Après ça, donc il y a le déjeuner. Donc pour une des spécificités de cette année, c'est que la totalité des repas, que ce soit matin, midi ou soir, c'est fait uniquement à partir d'un vendu. Donc pour mettre en avant la problématique du gaspillage alimentaire dont on parle pas mal en ce moment. Effectivement. Ensuite, l'après-midi, pendant toute l'après-midi, on a un forum avec une trentaine d'associations qui sont présentes, qui feront des animations assez funky. Et puis l'idée, c'est aussi qu'ils se présentent eux-mêmes, qu'ils disent ce qu'ils font, et donc qu'ils fassent un petit peu de réseau, on va dire. À côté de ça, on a plusieurs animations. Donc on va avoir une table ronde, un débat sur le développement durable dans les campus, une projection d'un film documentaire sur les problèmes de biodiversité. On va avoir aussi un brainstorming pour aider un projet étudiant lié au développement durable à se développer. Et j'en oublie un autre. Ah oui, on aura une séance de projection d'initiatives aussi, parce qu'il y a beaucoup de projets, d'initiatives qui sont portés par des jeunes et qui apportent des solutions concrètes et franchement assez stylées, il faut le dire, dans la vie de tous les jours, mais on ne les connaît pas forcément. Donc là, l'idée, c'est de les mettre en avant et de montrer que même si on est jeune, même si on est étudiant ou jeune diplômé, on peut se lancer, on peut agir et on peut faire des trucs géniaux qui marchent très bien. Assez stylé, c'est-à-dire, c'est quoi comme initiative, par exemple ? Il y en a plein. Il y a par exemple, excusez-moi, j'ai du mal parce qu'il y en a beaucoup. Il y a par exemple un ami qui a lancé un moteur de recherche. C'est un petit peu du style Google, sauf que en fait, quand on fait une recherche sur Google, il y a de l'argent qui reverse à Google, et il y a à peu près la moitié qui permet à Google d'augmenter son chiffre d'affaires, de faire des bénéfices dessus. Là, l'idée, c'est que ces bénéfices, au lieu qu'ils reviennent à l'entreprise, c'est l'utilisateur qui décide où ils vont. Et donc, il décide, à chaque recherche, il gagne ce qu'on appelle une goutte d'eau qui symbolise la somme d'argent qu'il a rapporté à l'entreprise. Et après, il décide de la donner à tel ou tel projet partenaire. Alors concrètement, vous attendez combien de monde pour ces rencontres-là ? Il y a environ combien d'assos, combien de personnes, combien d'étudiants qui sont attendus ? L'année dernière, on a eu 430 étudiants. Cette année, on espère dépasser les 500. C'est parce que c'est pas la première édition. Hein. C'est la 8e édition. Ça commence quand même à devenir un bel événement. Qui est assez connu d'ailleurs. De combien de monde environ, vous disiez ? Combien d'associations, environ ? Les associations, je ne saurais pas vous dire. Il y en aura une trentaine qui seront présentes sur le forum, mais après il y a des associations partenaires. Il y en a qui vont venir juste pour l'événement. Donc l'idée, c'est d'en rassembler le maximum. Donc on espère atteindre. L'idéal, ce serait les 100 associations du réseau, mais on en a probablement 50, 60, voilà. C'est ça. On ne sait pas exactement. De toute façon, les étudiants viennent et c'est eux qui comptent avant tout. Qui font du coup qui font la réussite du projet. Alors, parmi les débats que vous organisez, il y en a notamment un qui a retenu mon attention, et parce qu'il est intitulé, je cite, « Les négociations sur le climat peuvent-elles réussir ?» Alors bon, du coup, vous voyez la question, mais est-ce que vous pensez que la COP21 à Paris, là, à la fin de l'année, est-ce que ça a une chance de réussir ?
Ça dépend si on entend par réussir aussi. Mais voilà, de toute façon, typiquement, vu l'année dans laquelle on est, on était de toute façon obligé d'en parler. Puis c'est un sujet qui fait beaucoup parler. Les gens se posent des questions sur comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est vraiment, et à quoi ça peut aboutir. Moi, ce que je pense, voilà, c'est que les négociations, de toute façon, elles auront lieu. Il y aura un accord à la fin. La question, c'est s'il sera suffisant ou non. Alors, je vais peut-être retourner la question parce qu'il y a aussi, parmi les ateliers que vous organisez, il y en a aussi un qui est fait et qui a pour but d'expliquer, de voir comment est-ce que les associations peuvent se mobiliser dans le cadre de la COP21. Alors, est-ce que, pour la formuler différemment, ma question, est-ce que vous pensez qu'il est important qu'on se mobilise pour ce sommet ? Ah bah oui. Si jamais tout le monde dit j'en ai rien à foutre, faites ce que vous voulez, bah ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est pas juste des grosses négociations internationales, parce que c'est quand même beaucoup ça aussi. Hein. Concrètement, bien sûr. C'est des diplomates qui vont discuter entre eux pendant 3 semaines. Bien sûr, mais d'un autre côté, les diplomates, faut pas oublier que la plupart d'entre eux sont élus, donc même si on pense qu'on veut du vote qu'on leur donne, en tout cas, oui. voilà, si jamais il y a 10 000 personnes, 10 000 jeunes qui disent on veut qu'il y ait un changement là et on montre qu'il y a des solutions qui existent et on veut les mettre en avant et on veut que ça aille dans ce sens-là, bah ça donne une certaine crédibilité à ceux qui portent ce genre de propositions. Et donc du coup, ça peut-être, on l'espère en tout cas, plus de chances d'aboutir. Et juste pour finir, donc, les jeunes aussi seront présents à la COP21, enfin du moins en amont de la COP avec la COI. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? Conference of Youth, donc conférence de la jeunesse. Donc ça, c'est un événement qui est organisé de façon assez rituelle, on va dire, par les pays organisateurs des conférences sur le climat depuis plusieurs années, depuis 11 ans exactement. Généralement, ça rassemble entre 800 et 1000 jeunes qui sont là pour parler climat, solutions alternatives, essayer de les mettre en avant et tout. Et là, cette année, vu que c'est une grosse conférence qu'on a, c'est quand même l'après-protocole de Kyoto qu'on est en train de négocier. Il y a un mouvement qui s'appelle le WARN et il y a un grand nombre d'associations qui sont en train de se mobiliser. Au niveau international alors Au niveau international, oui. Là, c'est beaucoup en France, mais aussi au niveau international. L'objectif, c'est justement de rassembler 10 000 jeunes 2 semaines avant la COP21. Ce sera a priori au parc des expositions de Villepinte. C'est plutôt grand, effectivement. Voilà, pour 10 000 personnes en même temps, ça vaut mieux. Et voilà, l'idée, ce sera de montrer toutes les initiatives qui existent, montrer que aujourd'hui, en fait, tous les problèmes dont on parle, les problèmes de société, les problèmes d'environnement, de ressources, etc., on a déjà toutes les solutions. Simplement, elles ne sont pas encore assez connues. Donc l'idée, c'est de les mettre en avant et dire aux gens, bah voilà, regardez, tout existe, toutes les solutions sont là, donc arrêtez de palabrer et essayez de les développer. Très bien, merci beaucoup. De toute façon, nous, on va suivre ce sujet de près sur Radio Campus Paris. Alors, je vais rappeler les informations principales pour les rencontres nationales des étudiants pour le développement durable, qui sont donc ouvertes à tous, qui ont lieu les 25 et 26 avril à la Cité internationale universitaire de Paris. Et il faut s'inscrire. Oui, et c'est gratuit par contre. C'est gratuit. Et il faut s'inscrire. Comment on fait pour s'inscrire ? Pour ça, il suffit d'aller sur le site du REFED, donc refed.org. Il y a l'onglet Rencontre nationale, vous vous inscrivez. Et puis donc en s'inscrivant, il y a petit déjeuner gratuit, cocktail gratuit, parce que j'ai oublié de parler du cocktail, mais il y a un cocktail. Je viens. On regardera tout ça. Voilà. Merci beaucoup Louis, merci Alban d'avoir été là, merci Mickaël bien sûr à la Réal et à Fiona pour l'article que vous pouvez retrouver sur notre site. La matinale, c'est fini pour aujourd'hui et c'est fini pour cette semaine. On se retrouve lundi. Bisous. Tout de suite, c'est Dessine-moi un mouton sur Radio Campus Paris.